Voilà, et donc je vais prendre le relais pour cette dernière partie, donc le prix de la controverse environnementale qui a été rapidement introduite par Nadia. Donc c'est la troisième édition, donc avec un cours qui est piloté par Madeleine Acriche, qui va nous dire en quelques mots de quoi il s'agit exactement. Et donc 3 groupes d'étudiants ont été sélectionnés et vont pouvoir nous présenter leurs travaux. À l'issue des présentations, on vous demandera de voter pour ce prix de la controverse. Et pour ça, vous utiliserez à nouveau, donc on va remettre l'écran qui vient de sauter, je vais le faire juste après. On utilisera les mêmes outils que pour la journée et vous aurez donc la possibilité de voter. Et à l'issue du vote, on pourra décerner ce prix qui sera donc décerné par Mathieu Mazière, le directeur des études. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Madeleine Acriche, qui est directrice de recherche au Centre de la sociologie de l'innovation et qui donc pilote ce cours. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais être très rapide parce que je pense que votre journée a déjà été extrêmement longue et que les présentations des étudiants sont sûrement plus intéressantes que ce que j'ai à dire. En tout cas, ce cours, c'est un cours qui vient de très loin, c'est-à-dire qu'il a commencé sous des formes diverses, je pense, il y a environ 40 ans, il s'est transformé. Ce que vous avez aujourd'hui, c'est finalement la dernière version qui date d'il y a 3-4 ans, un moment où on a décidé de passer ce cours en 3e année et non plus en 1re année comme il était avant, ce qui lui a donné en fait une envergure plus grande compte tenu de la maturité des élèves en 3e année qui se sont déjà confrontés à un certain nombre de choses dans leur scolarité et qui donc comprennent beaucoup plus les enjeux de ce cours. Alors, en quoi consiste ce cours ? Bien, comme le nom l'indique, c'est une étude d'une controverse. Ça n'est pas à proprement parler un cours, enfin, c'est un enseignement sous forme projet, c'est-à-dire que nous avons des apports, disons, pédagogiques tout au long de cette expérience, mais l'essentiel du travail, c'est bien d'analyser une controverse, quelque chose qui fait débat dans les médias, dans l'espace public, au moment où on en parle, donc quelque chose qui est actif, qui a des incidences politiques, économiques, sociales, etc. Je pense qu'un des... Alors, bon, d'abord, ce que je dois dire, c'est que toutes les controverses que nous étudions ne sont pas environnementales. Néanmoins, l'environnement, alors peut-être un jour ça changera, d'une certaine manière, il faut peut-être espérer que ça puisse changer. L'environnement, disons, nous procure un contingent de sujets très très important, on va dire peut-être les 2 tiers des sujets. On a même une déclinaison complètement différente de ce cours pour des élèves qui sont dans une formation spécialisée qui s'appelle le Master ICIGE et donc qui sont dans une formation de gestion de l'environnement, donc vraiment sur l'environnement. Donc les élèves étudient un sujet, ça veut dire qu'ils font un certain nombre d'apprentissages, notamment, disons, de documentation un peu tous azimuts, à la fois, disons, dans la presse, les médias, les rapports, la littérature scientifique. Ils font surtout, je pense, l'apprentissage de se confronter en réalité à un certain nombre d'acteurs, c'est-à-dire qu'on leur demande d'aller rencontrer, interviewer un certain nombre de personnes qui sont impliquées dans cette controverse. Et je pense que ça, c'est une expérience extrêmement enrichissante. Je pense qu'une des caractéristiques aussi de ce cours, c'est que ça permet de voir une question dans sa globalité. Alors, il y a déjà d'autres enseignements à l'école qui permettent plus ou moins ça. Il y a notamment quelque chose qui s'appelle le MIG en 1re année, mais je pense que c'est un peu différent parce que le MIG a tendance à découper un problème particulier en différentes tranches qui correspondent plus ou moins à différentes approches disciplinaires. Là, c'est un peu différent puisque justement, ce qui nous intéresse, c'est bien les interrelations entre un certain nombre de savoirs qui peuvent être disciplinaires et des enjeux sociaux, politiques, économiques. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. L'autre chose qui me paraît essentielle dans cet enseignement, c'est de prendre la prise de conscience de ce que la pure expertise, disons, technicienne, voire techniciste, ne peut pas résoudre toutes les questions, qu'il y a forcément des incertitudes qui demeurent
et qu'il y a, disons, des espaces de débat qu'on ne peut pas clore simplement par le biais de chiffres ou d'études particulières. Et enfin, le dernier point que je voudrais signaler, c'est que ce que les étudiants voient aussi, et je pense que c'est un apprentissage vraiment important, c'est de se rendre compte que l'expertise, elle n'est pas simplement détenue par les scientifiques, les ingénieurs, les gens qui sont impliqués dans les projets eux-mêmes, mais que, en fait, toutes les personnes potentiellement concernées par ce sujet, que ce soit les habitants d'une région, les militants d'une association, peuvent développer de véritables expertises qui sont mobilisables dans le cours de la discussion et qui permettent justement d'enrichir les points de vue et quelque part d'enrichir l'exigence de connaissances sur ce sujet. Voilà ce que j'avais à dire, donc je passe tout de suite la parole aux étudiants. Je ne sais pas dans quel ordre vous avez... Merci beaucoup Madeleine. Et donc on va accueillir le premier groupe. Premier groupe avec un sujet autour de l'agrivoltaïsme, donc énergie d'avenir ou menace pour l'agriculture. Merci beaucoup d'être resté jusque-là. Donc nous allons vous présenter la première des trois controverses qui, je trouve, fait un très bon passage entre cette journée et les controverses, puisque c'est presque une solution fondée sur la nature. En tout cas, il y a clairement une hybridation de technologie et de nature qui pose de très nombreuses questions, comme on va vous montrer. L'agrivoltaïsme, c'est un néologisme assez explicite finalement. C'est l'idée de combiner à la fois de la production agricole et puis au-dessus de la production électrique à travers des panneaux solaires qu'on peut voir ici. Et le tout, évidemment, sur une même parcelle. En France, c'est depuis 2011 qu'il y a les premières recherches par des chercheurs de l'INRAE, les premières publications. Depuis 2018, on a les premiers petits projets pilotes qui s'agrandissent un petit peu, et il y en a de plus en plus, jusqu'à ce qu'en 2023, la loi s'empare enfin du sujet, et notamment le cadre dans la loi APER d'accélération de production des énergies renouvelables. Nous allons vous détailler très rapidement l'étude qu'on a faite au sujet du débat, de sa progression, et notamment de la position des différents acteurs qui sont dans le débat, pour espérer que vous voyez plus clair sur où est-ce qu'on en est maintenant sur le débat de l'agrivoltaïsme. Et donc, pour éclairer ce débat, je vais commencer par vous parler du débat sur les fondements de l'agrivoltaïsme et sur son développement rapide ces dernières années. L'agrivoltaïsme, il se positionne par ses promoteurs d'abord comme une voie d'avenir pour la production d'énergie décarbonée en France, dans le cadre des objectifs pour 2050 de production de 100 gigawatts d'énergie par des panneaux photovoltaïques. L'agrivoltaïsme a été défini, comme l'a dit Théo, par la loi APER, comme une des solutions. Une solution qui qui allie agriculture et production d'énergie en synergie, qui permettrait de combiner ces deux productions. Mais une première question qui se pose, notamment par ces détracteurs, c'est est-ce que cette production d'énergie se fait sur le bon espace? Est-ce qu'il n'y a pas des espaces alternatifs qui sont disponibles, des espaces qui sont déjà artificialisés? Et on pense immédiatement aux friches, aux toitures de parking, qui sont ciblées par certaines études de l'ADEME, et les chiffres divisent, et finalement c'est tout un débat autour de l'agrivoltaïsme. Est-ce qu'il faudrait le promouvoir, sachant qu'on pourrait avant tout promouvoir la production d'énergie autre part? Bon. Un autre point finalement, c'est sur les objectifs avancés par l'agrivoltaïsme, des objectifs de contribution à la production agricole, énoncés par l'ADEME notamment, sur la contribution à la résilience climatique des agrosystèmes et sur notamment la capacité des agrosystèmes à s'adapter aux différents aléas climatiques. Un autre nœud du débat, c'est est-ce que l'agrivoltaïsme finalement permet lui aussi de s'adapter au changement climatique? Et pour y répondre, on peut déjà envisager les services proposés a priori par les panneaux photovoltaïques que vous voyez juste ici au-dessus des cultures, la résistance au gel, aux sécheresses, qui serait accrue. Mais en réalité, on voit qu'il y a une grande variabilité dans les résultats. On le détaillera plus tard, mais surtout qu'on manque de recul et de recherche scientifique.
Et par rapport à ça, le Conseil national de protection de la nature, le CNPN, s'est auto-saisi du sujet et met en garde sur ces projets-là, met en garde à veiller à ce que ces projets n'aient pas un impact négatif sur la biodiversité en milieu agricole, sur les espaces naturels, sur leurs espèces, la population, les habitats. Et finalement, ce sont des sujets qui ont été questionnés tardivement, qui sont peu développés et qui posent réellement la question de l'adaptation au changement climatique proposé par l'agrivoltaïsme. On a parlé aujourd'hui de solutions fondées sur la nature, mais est-ce que les panneaux proposés au-dessus des cultures permettent réellement de s'adapter de façon durable et pas seulement à court terme, sans prendre en compte l'écosystème agricole de façon générale, sans considérer la globalité de l'agrosystème? Est-ce que ce ne serait pas pallier à court terme à un excès de chaleur en cas de canicule, sans s'intéresser par exemple aux haies, à toutes les solutions d'agroécologie qui existeraient? Donc voilà, le débat, est-ce que c'est une solution d'adaptation au changement climatique? Est-ce que ça, au contraire, met de l'ombre sur d'autres solutions d'agroécologie qui existent? Est-ce que ça questionne le modèle agricole que l'on souhaite? Je laisse la parole ensuite sur les conséquences de l'agrivoltaïsme à Théo. Donc la première chose que les acteurs du débat dénoncent souvent, c'est cette précipitation qui a été mise en valeur par Alice. Mais ce qui nous intéresse, enfin en tout cas ce qui nous intéresse en tant qu'ingénieur, c'est surtout les impacts d'une installation agrivoltaïque et des débats qu'il y a autour de ces impacts. Les impacts, on a réussi à les diviser en 3 parties les plus importantes. La première, c'est celle qui est la plus terre-à-terre et qui nous vient en première à l'esprit quand on vient du monde agricole, c'est la question des rendements. Très caricaturalement, la première chose auquel on pense, c'est que si on met des panneaux sur des cultures, on va devoir effectuer un compromis entre le rayonnement solaire qui est utilisé par la photosynthèse et le rayonnement solaire qui est utilisé pour la production d'électricité. Et une des questions, c'est est-ce qu'il existe un compromis acceptable ou pas du tout? La littérature scientifique n'offre pas du tout de conclusion générale là-dessus. Les modifications de rendement sont très variables en fonction de très nombreux paramètres, comme on l'a répété maintes fois pendant la journée, le vivant c'est très complexe. Et là c'est un cas où par exemple en fonction de la couverture des panneaux, mais surtout du type des cultures, les variations de rendement peuvent être terribles ou alors être presque nulles. La loi Appert, pour donc essayer d'éviter un peu cette incertitude, prend le problème à l'envers et met plutôt une exigence de résultat sur les situations agrivoltaïques. C'est-à-dire qu'un système ne peut même plus être appelé agrivoltaïque selon la loi s'il mène à une diminution de plus de 10% des rendements. Ce que disent les entreprises d'agrivoltaïsme les plus avancées dans la matière, c'est que leurs systèmes permettent non seulement de diminuer cette perte de rendement, mais en plus dans certains cas d'avoir des petits gains de rendement, notamment en viticulture et en arboriculture où en fait, le rayonnement très intense et les périodes de chaleur très prolongées qui vont se multiplier sont assez dangereuses pour les cultures. Ce que dénoncent les associations principalement et certains syndicats agricoles opposés à ces chiffres, c'est que c'est de la R&D désormais privée, les sites pilotes sont pour la plupart privés, et ces entreprises font, selon eux, du cherry picking et ne montrent que les résultats qui les arrangeraient, qui ne sont pas du tout représentatifs de l'état actuel. Si on prend un peu de recul sur d'autres enjeux que le rendement, il y a en fait des impacts assez importants sur tout le métier d'agriculteur, et ces impacts sont positifs pour les entreprises qui les mettent en valeur. C'est souvent un complément de revenus très important, qui peut être de l'ordre de grandeur vraiment des revenus agricoles, donc ça change presque le métier, et aussi une sécurisation, comme on l'a dit, contre les aléas climatiques à venir. Il y a aussi la grêle, dont on n'a pas parlé, mais les panneaux peuvent protéger contre la grêle. Et les détracteurs, eux, surtout sur les revenus, disent que c'est une fausse bonne idée. En fait, rajouter des revenus de sources non agricoles, ça serait ne pas résoudre les problèmes fondamentaux économiques autour de la rémunération de la production agricole. Et juste rajouter une dépendance économique et aussi technologique aux agriculteurs. Et enfin, le dernier aspect qui est assez important, surtout pour les gens qui habitent en dehors de l'exploitation, c'est le paysage. Et puis pour les gens qui sont à Paris et qui planifient, c'est aussi l'artificialisation des sols, comme on l'a vu. Ce qui est intéressant sur l'artificialisation, c'est que c'est vraiment une question de définition, surtout en agrivoltaïsme. Là, on a vu une définition, mais je suis sûr qu'il y en a presque autant que les gens dans la salle, et ça dépend beaucoup du contexte scientifique duquel on vient.
Dans notre cas, les entreprises mettent en avant le fait que l'agrivoltaïsme, contrairement à d'autres installations énergétiques, c'est pas de l'imperméabilisation des sols, parce qu'on ne coule pas de béton dans la plupart des cas, et surtout c'est réversible en théorie, c'est-à-dire qu'on peut à tout moment venir dans ce champ et retirer les panneaux pour toujours sans conséquence. Ce à quoi opposent les détracteurs, c'est que cette réversibilité est théorique, mais en fait, pour eux, en pratique, c'est une irréversibilité effective, parce que des gens des entreprises d'agrivoltaïsme nous ont confié qu'ils trouvent ça très peu réaliste de demander à une entreprise qui a investi énormément sur une installation d'enlever après seulement 1 an son installation pour des raisons réglementaires. Dans une dernière partie, on peut s'intéresser à l'écosystème global qui entoure les projets d'agrivoltaïsme et essayer de voir les différentes tensions sociales, économiques et territoriales qui découlent de ces projets. La première tension principale qu'on peut relever, c'est le déséquilibre entre les agriculteurs et les énergéticiens. En effet, les projets agrivoltaïques qui sont portés par les énergéticiens correspondent à des grosses quantités d'argent, et les agriculteurs ont parfois du mal, se sentent contraints d'accepter les projets et ainsi de perdre une part du contrôle de leur terrain. Donc du côté des énergéticiens, ils mettent en avant le fait que c'est simplement une location de l'air au-dessus des cultures qui permet d'augmenter la valeur de la production d'une moyenne de 73% si on cumule agriculture et énergie. Donc un compromis de tout ça, c'est la proposition de modifier les contrats de fermage pour aboutir à des bails agrivoltaïques qui permettent de mieux répartir la valeur produite entre les agriculteurs et les énergéticiens. Une deuxième tension qu'on peut relever, c'est tous les blocages administratifs et les conflits d'intérêts qui découlent d'un problème de la gouvernance qui n'est pas encore bien mise en place autour des projets agrivoltaïques. En effet, en ce moment, la gouvernance est très verticale. Par exemple, c'est les préfets qui décident de la mise en place ou non des projets agrivoltaïques, alors qu'ils n'ont pas tous les intérêts locaux en tête, et donc ils doivent prendre leurs décisions sans connaître tous les tenants et aboutissants des projets. Une solution pour essayer de pallier à ça et pour essayer de tenir compte de toute la diversité des parties prenantes qui sont impliquées lors d'un projet, donc que ce soit des parties prenantes côté agriculture, côté énergie, côté aménagement du territoire, c'est que les entreprises qui mettent en place des projets essaient de mettre en place des comités de projets avec qui représentent la diversité des parties prenantes pour tenir compte de la spécificité locale et la spécificité de chacune des parties prenantes impliquées. Et enfin, le dernier point de tension sociale qu'on peut relever, c'est le déséquilibre entre agriculteurs au sein d'une même région, parce que souvent les projets agrivoltaïques sont confiés à des grandes exploitations agricoles, et donc ça creuse les écarts entre petits exploitants et grands exploitants. Et donc, comme réponse à cela, la région Normandie a par exemple limité la taille des exploitations agrivoltaïques pour justement aider les plus petits exploitants à ne pas être laissés de côté. Donc ces trois tensions montrent que l'écosystème autour des projets agrivoltaïques doit encore évoluer pour permettre que les projets futurs se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Merci Astrid. Finalement, on vous a éclairé 3 aspects, je pense, du débat. Des aspects liés au développement et au fondement de l'agrivoltaïsme, à ses conséquences agronomiques, paysagères ou liées au métier, et enfin à toutes les tensions qui sont liées à la mise en place de ces projets. Donc on voit que c'est un sujet complexe qui d'ailleurs est encore remis en question dans l'actualité législative pour essayer d'arriver à un modèle plus juste. Et ça a donné lieu par exemple à une proposition de loi en février 2025, donc assez récemment, encore débattue à l'Assemblée en avril. Tout ça pour dire que c'est un sujet qui soulève de nombreux débats et qui questionne la façon dont on considère la transition agroécologique et la transition des systèmes agricoles et énergétiques de façon générale. Merci. Merci beaucoup à tous les trois, Alice, Astrid et Théo. Nous allons maintenant appeler le deuxième groupe qui va nous exposer le fruit de leur travail autour de la
cohabitation avec les rats une relation ambivalente? Le clavier fonctionne? Oui. Hop. Ah oui, très bien. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc maintenant, on va vous parler de la question, on va parler de rats, et notamment de la question de la cohabitation avec ce dernier, en se concentrant sur la ville de Paris. Donc c'est un travail qu'on a mené dans le travail de controverse, et un des premiers éléments qui nous a apparu, qui nous est venu en tête, c'était pendant l'été 2024, l'organisation des Jeux Olympiques à Paris, où d'un seul coup, en amont de cet événement, on a vu apparaître une sorte de peur panique dans les médias de la question le rat semble partout à Paris, il semble envahir les rues, quelle image Paris va renvoyer au monde alors même que tous les projecteurs seront braqués sur cette ville? Et on voit très bien que tout de suite, que le rat joue un rôle très important dans les médias, de manière un peu épisodique, où tout de suite la peur monte, redescend. Et c'est une question qui nous paraît à la fois très banale, mais qui en fait révèle quelque chose d'assez important sur la relation qu'on a aux vivants en ville. Hop. Donc, sur la question des pouvoirs publics, donc ça c'est une photo qui a fait le tour du monde en 2018. Donc Geoffroy Boulard, maire LR du 17e arrondissement, qui a, dès le début de son mandat, voulu faire de la question du rat le cœur presque de son action, en dénonçant le fait que la mairie de Paris, donc PS, ne s'occupait pas du tout de ça, et s'est servi vraiment du rat comme une manière un peu d'attaquer la mairie de Paris, et de dire, bah, moi, maire, je vais m'occuper de ça dans mon arrondissement. Donc cette photo, forcément, paraît un peu marrante. En effet, le rat, c'est un animal, donc la cohabitation en ville, elle paraît un peu presque évidente, elle a toujours été là. Et en fait, avant le 19e siècle, la cohabitation se passait de manière relativement apaisée. Donc durant tout le Moyen-Âge, le rat vivait à peu près en parfaite harmonie avec l'humain. Évidemment, on pense au conte où on cherche à chasser le rat, mais ça se passait bien. Et en fait, c'est au 19e siècle qu'avec l'apparition de l'hygiénisme, notamment, et de la construction des égouts à Paris, où le rat a trouvé un espace parfait pour l'accueillir en souterrain. Il allait s'y loger, et donc on l'a vu disparaître de nos espaces, l'hygiénisme qui monte, et donc on a commencé à se rendre compte du rôle très important de transmission des maladies de cet animal. Et quand on a commencé à le voir réapparaître de temps en temps en surface, tout de suite cet animal qui sort d'un espace auquel on l'avait fixé, c'est-à-dire les égouts, c'est quelque chose qui inquiétait énormément. Et avec de nouveau les médias qui est sensationnaliste, qui faisait monter une sorte de peur panique qui a continué au XXe siècle et même au XXIe siècle. Et on voit très bien que c'est une peur qui monte, qui redescend, qui monte, qui redescend. Et pour finir là-dessus, c'est un animal qui joue un rôle très important dans notre culture. En effet, là on faisait du coup une recherche thématique dans le corpus Europresse, dans un corpus de journaux. On se rend compte qu'en fait, c'est un animal qui apparaît sous plein d'angles différents. Donc tout d'abord, les enjeux sanitaires et même d'études scientifiques, parce que le rat de laboratoire sur lequel on fait plein d'expériences, et sur la question des maladies qu'il peut transmettre. Le rat tout simplement en tant qu'animal, voilà. Et sur sa présence en ville, donc autant sur les stratégies de gestion pour chercher à l'éliminer ou en tout cas à réduire sa place, ou comment il se manifeste dans les parcs et jardins. Et enfin, on n'avait même pas pensé à ça, mais effectivement, sa présence culturelle très importante dans tous nos contes, culture, on pense même à Ratatouille plus récemment. Donc les différents acteurs de ce débat, on a d'un côté les pouvoirs publics, représentés par des élus, mais donc de couleurs politiques différentes, qui auront des alliés du rat, ou au contraire des détracteurs. De l'autre côté, les citoyens, qui forcément le vivent au quotidien et ont tous un avis sur la question. Et après, des chercheurs ou des associations qui essaient un peu parfois de donner une vision un peu plus positive, ou en tout cas de dédramatiser la question du rat. Oui. Bon. Les rats sont considérés par les publics depuis très longtemps comme des agents de transmission des maladies. Mais est-ce que c'est possible qu'ils ne soient pas vraiment les coupables de toutes les tragédies dont on dit qu'ils sont? Et bon, pour commencer, sur la question de la peste noire qui a décimé la population de l'Europe au Moyen-Âge, on dirait qu'elle était transmise plutôt par une puce vivant sur les rats noirs. Cependant, les rats que nous trouvons aujourd'hui en France, en immense majorité, c'est le rat brune, qui n'est pas porteur de cette puce. Bien sûr, les experts reconnaissent
que les rats peuvent jouer le rôle des vecteurs des transmissions des maladies zoonotiques telles que la leptospirose, entre autres. Mais la transmission est vraiment limitée par le fait que ce sont des animaux sédentaires et en fait, les contacts avec l'être humain est si limité. Dans les mots du docteur Georges Saline, chef du service parisien de santé environnementale de la mairie de Paris, les rats ne sont pas une menace sanitaire réelle et il n'y a pas de risque de maladie ou de peste, que les Parisiens se rassurent. Mais ce sont des problèmes de propreté ainsi qu'un réel désagrément visuel et psychologique. Par contre, les rats jouent un rôle important pour l'écosystème urbain. C'est à travers de leur consommation des déchets solides qu'ils aident à fluidifier nos égouts et aussi à réduire la quantité d'air réduit qu'on a dans la ville. Et ces rôles des charognards montrent leur contribution à maintenir l'équilibre des matériels dans l'écosystème. Dans les mots d'un expert des ratisseurs, quelqu'un qui se gagne la vie en éliminant les rats. Dans les égouts, les rats éliminent les bouchons. Dans les rues, ils mangent environ un tiers de tous les déchets, réduisant ainsi la pression sur la gestion des déchets municipaux. Bon, bien sûr, la présence des rats peut également entraîner quelques effets négatifs, comme ça pourrait être la éviction potentielle d'autres espèces dans l'écosystème urbain, surtout dans les cas où on n'arrive pas à contrôler la taille de leur population. Mais malgré la fonction dans notre écosystème, malgré son innocence dans l'histoire de la peste noire, l'image de rats reste mauvaise. Ils sont toujours perçus par le public comme les charognards indésirables de la nature. Dans les mots de Dushka Markovic, conseillère de Paris, déléguée auprès du mairie du 17e chargé de la condition animale, ces pauvres animaux, maintenant, on leur a tellement mis des tas de choses, la peste, les détritus, tellement d'aspects négatifs que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ils règnent avec eux que du négatif. Mais est-ce que c'est vrai qu'on fait toujours une association négative aux présences des rats? Et d'où est bien? Bon, tout d'abord, c'est vrai que les citoyens ne les aiment pas. Soit qu'ils les considèrent comme des préoccupations sanitaires et esthétiques, soit ils les considèrent des nuisibles. Ces faits se reflètent dans la demande des actions immédiates contre eux, comme dans les commentaires d'une co-citoyenne. Nos enfants ne peuvent plus jouer librement dans les squares, les poubelles dévorent régulièrement et attirent encore plus de nuisibles. Il est temps de faire quelque chose rapidement. Mais il se reflète aussi dans les actions populaires, comme illustré par les brigades citoyennes de dératisation. Les pouvoirs publics ne les aiment non plus. Ce qui s'observe bien dans les paroles d'un des maires de Paris, qu'on fasse une étude pour dire on cohabite avec les rats, on est en plein délire. Mais est-ce que c'est possible que le problème ne soit pas l'existence des rats et que le problème se trouve ailleurs? Selon Maud Chalmandrier, postdoctorante de géographie humaine, la perception du rat est très fortement liée à sa visibilité. En effet, elle affirme qu'on peut accepter d'avoir les rats dans nos égouts où ils aident dans la régulation des déchets. Cependant, pour la population, pour les politiques publiques, les problèmes se posent dès qu'il devient visible en surface. Et bon, l'origine de cette association négative est un peu diffuse, mais c'est possible que les médias jouent un rôle essentiel dans la transmission de cette imagerie. D'après Aude Lally, maître des conférences en génétique évolutive au Muséum national d'histoire naturelle, et aussi Ekat Burgopoulos, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à Sorbonne Université, c'est depuis le 19e siècle que la presse décrit les rats comme une créature dangereuse
une créature qui sort des égouts pour envahir les villes. C'est selon eux que tous ces récits créent une imaginaire où ils sont dépeignés comme des envahisseurs prêts à attaquer l'être humain, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Cependant, au-delà de cette représentation qui est très ancrée dans l'imaginaire populaire, certains individus, tels que Duška Marković, invitent à adopter un changement de perspective un peu plus nuancé. Il propose de les appeler maintenant surmulots, un terme scientifique un peu pareil, mais qui est moins chargé de cette idée négative. Et aussi de valoriser leur fonction dans notre écosystème. De surcroît, les rats possèdent une image ambivalente selon les contextes naturels. C'est en Inde où on trouve certains temples qui les considèrent sacrés et les nourrissent. Tandis qu'au Mozambique, ils sont entraînés à déminer les champs et ils sont des fois honorés pour leur service. Et donc pour finir rapidement, un des derniers sujets majeurs autour du rat, c'est comment on doit le gérer quand il est en ville et notamment à Paris. Donc premièrement, on pense tout de suite aux méthodes létales qui sont clairement au cœur des stratégies de gestion des villes aujourd'hui. Il faut savoir que la mairie de Paris dépense 1,5 million d'euros par an pour tuer, enfin éliminer le rat. Donc aujourd'hui, c'est principalement des appâts chimiques qui viennent donc tuer assez rapidement le rat, mais qui posent quand même notamment le souci de diffuser dans l'environnement des molécules assez toxiques, et dont on entendait sur notamment les pesticides, peut-être avec des effets. Et les détracteurs de ces méthodes opposent tout simplement le fait que dans tous les cas, même si les fabricants avancent le fait que le rat va mourir sans douleur, ça va nécessairement causer une souffrance animale de tuer l'animal. Donc ça, c'est les méthodes létales. Ensuite, plutôt on va dire que les défenseurs du rat mettent bien en avant le fait que le souci du rat, c'est quand il est à la surface, mais quand il est en souterrain, il ne pose aucun problème, et au contraire, il rend plutôt des services écosystémiques en venant fluidifier les égouts. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il propose ? Le plus possible, désinciter le rat de venir en surface. Donc pour ça, réduire le plus possible les déchets qu'on laisse à la surface. Donc pour ça, la verbalisation. On pense à Duška Marković, donc élu animaliste à Paris, qui met bien en avant le fait que la seule solution qui lui paraît aujourd'hui envisageable, c'est d'augmenter la verbalisation des personnes qui jettent toujours leurs détritus pour empêcher le rat de remonter, et enfin aussi bloquer mécaniquement tous les accès en surface, notamment donc dès qu'il y a un chantier, les grilles d'égout, même elle parle beaucoup des grilles d'immeubles qui aujourd'hui pour la plupart sont abîmées et donc laissent le rat s'engouffrer dans les caves et après remonter dans les immeubles. Mais en fait, ces méthodes-là paraissent aujourd'hui beaucoup moins entendables de la part de la population et des élus, parce que c'est une méthode qui est très indirecte, et là où on veut des résultats immédiats, ça ne peut pas fonctionner. Et enfin, un dernier élément rapidement, le Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement, qui a, donc, pour lutter contre le rat, mis en place une brigade citoyenne de lutte contre le rat dans son arrondissement, ou un site internet qui permet aux citoyens de dire où est-ce qu'ils ont vu un rat dans la semaine. Et tous les samedis matins, il y a une brigade citoyenne qui vient pour éliminer les rats aux endroits où ils ont été trouvés, avec de la glace carbonique pour asphyxier le rat dans son terrier. Sachant que c'est une méthode qui est en plus dénoncée par les détracteurs, puisqu'elle est dans une sorte de zone juridique floue qui n'est ni autorisée ni interdite. Voilà. Donc pour conclure, le rat est un animal c'est un sujet qui en apparence peut paraître très banal et très, straightforward, direct, c'est-à-dire que il faut l'éliminer. Mais en fait, je pense que ça pose des questions beaucoup plus profondes sur la relation qu'on doit avoir en vivant en ville, la biodiversité qui s'impose un peu à nous et comment on peut faire pour l'accepter. Et finalement, je pense que c'est aussi beaucoup une question de perception et comment on doit voir cet animal. Merci beaucoup. Merci beaucoup Augustin et Pierrot. Et donc, on va accueillir le troisième groupe avec un sujet autour du recyclage du plastique. Peut-il tenir ses promesses ? Fanny, Alizé et Grégoire.
Ok. Ça marche. Pour mieux comprendre la controverse autour du recyclage du plastique, nous vous proposons 4 scénettes. Chacune aborde un aspect particulier du sujet, la faisabilité technique, l'impact écologique, les enjeux économiques et la question de la responsabilité. Dans cette première scène, vous allez assister à une conférence de scientifiques sur les techniques de recyclage. Bonjour, bienvenue dans cette table ronde autour de la faisabilité technique du recyclage du plastique. Souvent marketé par les industriels comme bon pour l'environnement, en vérité, le recyclage est un sujet sensible, même au sein de la communauté scientifique. Aujourd'hui, nous accueillons Professeur Bouchard. Vous avez longuement étudié la question du recyclage mécanique du plastique. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bonjour. Le recyclage mécanique du plastique est une technique aujourd'hui très répandue. Elle consiste à broyer le plastique en copeaux qui seront ensuite fondus par la suite et réutilisés pour d'autres usages. Cette technologie mûre, industrialisée en Europe actuellement, elle a l'avantage d'être relativement simple et de nécessiter peu d'eau ou d'énergie pour être effectuée. On la voit aujourd'hui comme une solution évidente au problème des déchets plastiques. Merci, Monsieur Bouchard. Nous accueillons aussi le professeur Laval, pionnier du recyclage chimique. Vous pouvez nous dire quelles opportunités se cachent derrière cette technologie ? Oui, alors le recyclage chimique, ça permet principalement d'aller plus loin, de s'adresser à des plastiques qui ne sont pas encore recyclables, parce que notamment ils sont composés de plusieurs couches, ou alors parce qu'ils sont recouverts d'un film. C'est un peu un mot valise qui désigne plusieurs techniques. L'idée principale, c'est de décomposer les polymères en monomères, et donc de retourner à la ressource originelle qui va ensuite permettre des usages beaucoup plus nombreux. Certes, sa mise en œuvre est plus complexe, plus coûteuse en énergie, plus coûteuse en eau, mais aujourd'hui, c'est le seul moyen d'avoir des nouveaux plastiques recyclables. Et donc, pour adresser les objectifs français de recyclabilité des plastiques à usage unique en 2025, il faut bien en passer par là. Oui, enfin, on sait tous que le recyclage chimique ne sera pas opérationnel industriellement d'ici la fin de 2025, s'il l'est un jour. Et je ne parle même pas de son utilisation écologique quand on sait que certains de ces produits sont des carburants pour l'aviation. Ce qu'il faut pour atteindre ces chiffres, c'est de l'éco-conception pour se placer sur des plastiques qui entrent dans le cadre du recyclage mécanique. Vos deux avis sont très intéressants, mais c'est vrai qu'il faut préciser qu'actuellement, en ce début d'année 2025, on n'atteint ni les objectifs nationaux de recyclabilité, comme l'a précisé Madame Laval, ni les objectifs européens de 40% de plastique recyclé. Il faut bien utiliser tout ce qu'on a à disposition. Oui, pour traiter la totalité des plastiques aujourd'hui utilisés, il va bien falloir passer par le recyclage chimique. Et bon, pour ce qui est des débouchés, certes, il y a des dérives, mais au moins, ça nous permet le retour au contact alimentaire qui est nécessaire pour pouvoir utiliser vraiment le plastique qui est recyclé et avoir une filière stable. Parce que bon, c'est pas avec du mobilier urbain en plastique recyclé ou des polaires en bouteille qu'on va absorber la production de plastique recyclé de l'industrie alimentaire. Merci beaucoup. La deuxième scène se déroule lors d'une réunion d'entreprise. Un acteur du secteur laitier échange avec le cabinet Carbone 4 sur l'évaluation de son empreinte carbone. Dans la troisième scène... Bonjour, Madame Roussel, responsable RSE. Bonjour, Jean-Marc Jancovici, membre de Carbone 4. Bonjour, Monsieur Delmas, PDG. Très bien. Commençons tout de suite cette réunion. Et nous allons commencer tout de suite de manière très claire. Nous allons aujourd'hui parler de bilan carbone. Et je vais vous le dire, la trajectoire que vous avez aujourd'hui est incompatible avec les objectifs 2 degrés 2050. Mais Monsieur Jancovici, pardon, nous avons investi dans le recyclage. Nos plastiques sont recyclables à 30% et nous sommes en règle avec la loi AGEC. Que vous faut-il de plus ? Ce n'est pas une question de conformité, c'est une question de physique. Le recyclage, aujourd'hui, il permet de diviser par 3 les émissions par rapport au plastique vierge. Très bien, mais
à condition qu'il soit propre, local et sans effet rebond. Et là, c'est pas gagné. Oui, vous avez raison. C'est vrai qu'on a un peu tendance à trier et après exporter nos déchets vers l'Asie, où les coûts sont moindres. Mais bon, on reste dans les normes et on essaye d'avoir un peu de traçabilité. Voilà le cœur du problème. Si vos granulés font 12 000 km, le gain carbone est traduit en perte mazout. Et là, c'est pas du recyclage, c'est du tourisme carbone. Mais enfin, on ne peut pas relocaliser du jour au lendemain, on parle de millions d'euros. Vous avez raison, je vous le concède. Mais à terme, ce sera plus cher de ne rien faire. Les quotas carbone vont augmenter, les normes sanitaires sur les plastiques recyclés vont se durcir, et vos clients veulent du clean. Or, aujourd'hui, vos produits contiennent encore des résidus de phtalates qui sont pourtant interdits depuis près de 10 ans. On veut bien, mais même avec des normes strictes, on aura toujours le plastique recyclé qui reste instable. On fait avec ce qu'on peut et ce qu'on reçoit. Mais justement, arrêtez de croire que le recyclage est une fin en soi. C'est une rustine. Si vous voulez vraiment réduire votre empreinte carbone, il y a 3 solutions. 1. Réduction à la source. Moins d'emballage, moins de polymères. 2. Éco-conception. Privilégier des matériaux monocomposants, faciles à trier et à réutiliser. 3. Investir dans la boucle courte, relocaliser le tri, mutualiser les flux avec d'autres industriels. Ah, et si on lançait un pilote sur un emballage zéro plastique vierge, local, réutilisable, traçable, c'est ambitieux, mais ça pourrait le faire. Ouais, c'est une bonne idée. On pourrait aussi tester une ligne de retraitement à proximité pour éviter l'export. Ça serait bien. Ah, là on parle. Ce n'est qu'un début, mais c'est ça la vraie économie circulaire. Le recyclage n'a jamais été un totem. C'est juste un outil. Le but, c'est moins produire, mieux produire et surtout produire autrement. Dans la 3e scène, une responsable politique s'exprime lors d'une interview sur les choix réglementaires en matière de recyclage. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'interview express, on s'attaque au sujet de l'organisation économique du recyclage du plastique. Pour en parler, notre invitée est Madame Dubois, directrice générale de l'économie circulaire. Bonjour Madame. Bonjour, ravie d'être là. Merci d'être avec nous. Je vous rappelle le concept. 1 minute, un maximum de questions, des réponses courtes et spontanées. Vous êtes prête ? Oui. C'est parti. On sait que le recyclage du plastique, c'est cher. Pourquoi y croire encore ? C'est bon pour la planète et c'est aussi bon pour l'emploi. Greenpeace dit que c'est inefficace et trop coûteux. Vous répondez quoi ? C'est pas parfait, mais c'est mieux que de ne rien faire. Alors pourquoi les industriels utilisent-ils encore du plastique vierge ? C'est moins cher, malheureusement. Du coup, si c'est moins cher, quand on utilise du recyclé, qui paye la différence ? Entreprise, contribuable ou consommateur ? Aujourd'hui, je dirais plutôt le consommateur, mais c'est un problème et on est tous d'accord qu'il faut que ça change. La loi anti-gaspillage qui promeut le recyclage du plastique promet la création de 300 000 emplois. C'est réaliste ? Oui, notre limite, ça va être plutôt les volumes de plastique correctement triés. Mais on veut interdire le recyclage de plastique à usage unique en 2040. Ça vaut le coup d'investir ? Oui, pour tous les plastiques qu'on n'arrivera pas à éviter. Dans tous les cas. Ce recyclage ne nuit-il pas à des filières durables, comme le lin ou le coton, comme le soulignent 60 millions de consommateurs ? Oh non, je pense qu'il faut adapter les matériaux aux bons usages et pas forcément les opposer entre eux. Pourquoi importe-t-on du plastique recyclé d'Asie ? Alors déjà, on n'en produit pas encore assez ici, et puis il faut bien reconnaître que c'est moins cher. Et nos déchets à nous, pourquoi on les envoie dans des pays où les conditions sont douteuses ? On veut relocaliser, c'est notre priorité. C'est la fin des 1 minute. Merci beaucoup, Madame Dubois. C'était pas facile d'abréger comme ça. Nous aurons l'occasion de développer un peu plus le sujet dans la suite de l'émission, après la pub. Enfin, la dernière scène montre une réunion de crise organisée par le préfet après une manifestation dirigée par une ONG suite à l'abandon d'une loi sur le recyclage. Des réformes en carton, toujours plus de plastique. Non, non, non. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, madame. Bonjour. Madame. Chez Citéo, pardon. Très bien. Merci de nous recevoir, monsieur le préfet. Comme vous avez pu nous entendre, on n'est pas du tout content de ce qui se passe actuellement en termes de recyclage de plastique. Vous avez entendu nos slogans. On nous laisse croire aux citoyens qu'il suffit de trier et tout va bien. Mais on n'en peut plus, on veut des actes. Je comprends vos préoccupations.
Mais il faut être réaliste. On ne peut pas désengager les citoyens du tri sélectif. Sans leur participation, le système s'effondre. Mais il est vrai que nous devons faire mieux en amont. Chez Citeo, on s'engage. On a augmenté le volume de tri, on a simplifié les logos, on a ajouté des nouvelles lignes, mais on ne peut pas seul contraindre les industriels à changer leur résine et utiliser moins d'emballage. Pour ça, il nous faut un appui des politiques publiques. Ah, c'est bien beau tout ce que vous dites, mais on sait qu'au fond, les producteurs continueront à utiliser encore plus de plastique. Le tri ne doit pas servir de caution pour continuer à produire. C'est justement ce qu'on essaye d'éviter. Une réforme du cahier des charges des éco-organismes est actuellement en cours. On veut y intégrer des objectifs de réduction à la source, pas seulement du recyclage. Mais on a besoin de données concrètes, de vos retours de terrain pour justifier ces évolutions. On est prêt à expérimenter une meilleure traçabilité des plastiques non recyclés, à cofinancer une campagne de sensibilisation centrée non pas sur le tri, mais sur la réduction à la source. Mais pour ça, il faut encore une fois un engagement politique derrière. Alors, voilà ce que je vous propose. Un comité tripartite. ONG, secteur public, Citeo. L'idée, ce serait d'observer tous les 6 mois les performances de recyclabilité réelles, pas seulement les taux de tri, et de publier les données. Et dès janvier, on teste une obligation de signal clair pour identifier les plastiques non recyclables. C'est pas trop mal, mais au fond, on sait tous que les lobbies vont venir vous parler et encore une fois, ça changera rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner manifester, encore une fois. Désolée. Merci pour votre écoute et le groupe de controverse recyclage du plastique vous souhaite une excellente soirée. Enfin, la dernière scène montre une réunion de crise organisée. J'arrive pas à le faire. Merci beaucoup Fanny, Alizé, Grégoire, ainsi qu'aux intervenants que vous avez conviés pour votre exposé. Alors, il est maintenant temps de voter. On va, pour cela, vous proposer de repasser par le dispositif WooClap que vous avez pu utiliser aujourd'hui. Donc, en vous reconnectant sur ce dispositif, je vais vous réafficher les codes également de connexion. Vous allez pouvoir faire une sélection donc pour l'un des 3 groupes. Nous allons suivre les votes en temps réel et ensuite, à l'issue des votes, eh bien, nous inviterons les élèves et Mathieu Mazière à nous rejoindre. Alors, les votes se poursuivent. C'est pas terminé encore. Très bien. Non, donc on vous laisse encore le temps de choisir, de vous connecter pour ceux qui ont besoin. Donc 2 options pour vous connecter, soit le QR code qui vous emmène directement sur le site WooClap, soit en allant directement sur le site, vous pouvez taper le code de l'événement FMSIQM et vous aurez donc accès ensuite au vote qui continue d'arriver. Très bien. Alors,
Les votes sont maintenant clos et nous avons donc le nom du groupe gagnant. Et j'invite Grégoire, Fanny et Alizé à nous rejoindre. Donc le groupe autour du recyclage du plastique. Voilà, donc bravo à vous trois. Mathieu Mazière, donc directeur des études, va vous remettre donc le prix. Donc le prix de la controverse environnementale 2025 pour cette 3e édition. Donc bravo à vous trois. Vous allez également recevoir donc 100 € chacun, donc chaque participant de ce groupe. Et j'invite l'ensemble des élèves qui ont présenté à nous rejoindre, puisque tous les élèves qui ont participé, qui ont été sélectionnés, je voulais juste en profiter donc rapidement pour remercier très très chaleureusement Madeleine et son équipe qui permettent à cet enseignement d'avoir lieu depuis un certain nombre d'années, mais notamment là, depuis 4 ans en 3e année, parce que pour être allé voir un certain nombre de soutenances, pour avoir lu un certain nombre de rapports, je trouve que c'est un exercice absolument exceptionnel, qu'on est un peu les seuls à faire à ce niveau-là avec ce type de sujet sur une population aussi mature comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc vraiment merci à Madeleine et merci à tous les élèves pour ça. Quand on me demande de présenter ce que c'est, moi j'ai tendance à dire que c'est un apprentissage de la nuance, la controverse. Et dans le monde actuel, d'apprendre la nuance, c'est assez utile quand même parce que ça va à mon avis être de plus en plus important. Donc on espère qu'on vous a donné des bonnes bases avec ça. En tout cas, je vous invite à aller voir le site web controverse.mineparis. Vous verrez les sujets qui sont détaillés, les rapports depuis 4 ans. Et c'est une mine d'informations absolument exceptionnelle. Donc voilà, n'hésitez pas à vous priver. Merci encore à vous et merci à Madeleine. Merci à tous. Donc peut-être pouvons-nous faire une photo de l'ensemble des groupes avec Madeleine et Mathieu. Et donc, l'ensemble des élèves qui ont participé, l'ensemble des élèves qui ont participé à ce prix de la controverse recevront également un livre aux presses des mines qu'ils pourront choisir. Voilà, merci à tous. Donc les dossiers de controverse seront mis à disposition sur le site de l'Institut TTI.5 pour ceux qui souhaitent y revenir ensuite. Eh bien, je vous remercie tous pour avoir participé à ce prix de la controverse. Nous allons maintenant terminer cette journée et nous avons donc un cocktail de clôture qui va nous attendre juste ici à la sortie. Et je vais terminer par laisser la parole à Nadia pour cette fin de journée. Je vais juste merci à tous. Je crois qu'il est temps d'aller boire un coup parce qu'il fait chaud dans cet amphi. Et en tout cas, je trouve qu'il faut qu'on valorise mieux le travail des élèves. Et je pense que ce prix de la controverse, ça vous montre la qualité en fait de ce qui est réalisé à l'école et qui parfois n'est pas assez diffusé. Parce que je pense qu'ils ont beaucoup à apporter au débat public en particulier. Et ce qu'ils ont présenté est vraiment un très bon élément de réflexion sur les blocages qu'ils vont rencontrer tout au long de leur carrière et dans lesquels nous, parfois, on se noie. Voilà. Merci à tous et on se retrouve juste à côté.